Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. Alors bien sûr, l'actualité, c'est ça, c'est la Grèce, c'est ce référendum. Quelle est votre lecture de l'événement ? Vous dites quoi ce matin ? Drame ou dragme ? Je dis vive la Grèce libre. Et nous devons avoir le courage de nous engager dans la brèche qu'elle a ouverte. Parce que qui a trahi l'Europe ? Ce sont les dirigeants européens actuels. Ce sont eux qui ont trahi l'Europe en l'asservissant au marché financier. Et c'est Tsipras qui défend la vraie notion de l'Europe. Il a gagné contre le fascisme financier. C'est une grande victoire de la vraie Europe, celle des peuples et des patries. C'est le retour du peuple dans l'Europe ? C'est le retour du peuple dans l'Europe, pourvu que nous retroussions nos manches et que nous nous battions, parce que ce n'est pas gagné. Il reste beaucoup à faire, mais la première brèche est ouverte. C'est pour ça que je vous disais, drame ou dragme ? Je ne sais pas si on peut faire ce jeu de mots. Moi, je dirais euro, ou comme le prononcent les Grecs, euro, qui a un sens très particulier, ça veut dire urine. Donc, voilà, on est devant une Europe qui, face à ce défi, soit peut aller dans le sens d'une véritable dictature financière, et leurs dirigeants peuvent trahir leur peuple, ou bien, si nous nous battons, si nous faisons l'effort pour un changement, eh bien, on peut se rediriger vers, je dirais, une stratégie, une politique européenne qui soit pas l'austérité financière, mais une stratégie du peuple, pour le peuple et par le peuple. Qui sont aujourd'hui les grands perdants ? Les grands perdants, c'est d'abord en puissance, en potentiel, ce qu'on appelle les marchés financiers. C'est-à-dire les gens qui à Londres, qui à Wall Street ont spéculé sur l'abaissement de la Grèce. Et ce sont aussi les maîtres chanteurs et les faux monnayeurs européens, car les banques européennes ont servi de relais. Et l'Allemagne, que Jürgen Habermas, le grand écrivain allemand, a dénoncé pour cela, a été la courroie de transmission de ces intérêts-là. Elle s'est transformée en tortionnaire, je dirais, en tortionnaire financier. Plus tous les dirigeants. Je vais prendre quelques citations parce qu'elles sont frappantes. Dijsselbloem, qui est président de l'Eurogroupe, qui a déclaré avant les élections « Nous sommes prêts à aider la Grèce si ses politiciens et son peuple sont prêts à accepter des mesures très désagréables. » Donc voilà, Martin Schulz, social-démocrate, président du Parlement européen, qui dit « J'appelle à la fin de Syriza et à la formation de gouvernements de technocrates. » Alors voilà ce que cherchaient ces Européens, un gouvernement de technocrates qui raisonne en adulte, comme dirait Christine Lagarde, c'est-à-dire qui servent les intérêts de Londres, de Washington, qu'elle-même sert. C'est pire que le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a reconnu que la Grèce ne pouvait pas rembourser. Elle manie le garrot de la tortionnaire. Je note que vous employez le terme de tortionnaire, que vous ne parlez pas de terroriste. Ce qui est un terme d'ailleurs qui n'a pas beaucoup plu à Michel Sapin, le ministre de l'économie, qui le disait ce matin. Il dit, moi, heureusement que ce ministre des Finances, il s'en va, parce que moi, je n'ai pas apprécié ce terme de terroriste. Alors, je veux dire quelque chose de drôle sur Michel Sapin. J'ai, il y a plusieurs mois, 1 an et demi, adressé une note à François Hollande, lui demandant de changer de politique, et lui disant, la France doit changer de cap. Et je lui disais, ce qu'il faut adopter, c'est une stratégie de dissuasion du faible au fort. Du faible qui peut toujours gagner, comme De Gaulle l'avait montré sur le plan à la fois militaire et stratégique, du faible qui peut toujours gagner, pourvu qu'il soit comme Tsipras, sans ego et sans, disons, se fixer sur lui-même, mais se fixant sur ce qui doit être fait dans l'histoire. Alors, maintenant, Sapin, avant l'élection, et Moscovici aussi, ont tous deux déclaré: en politique, la dissuasion du faible au fort, ça ne marche jamais. Eh bien, je crois que la victoire du non au référendum grec, c'est une claque en pleine figure pour des gens qui pensent de cette façon. Dites-moi, Tsipras, est-ce qu'il a offert la tête de Varoufakis ? Alors, je crois que... Ou alors vous me dites, n'interprétez pas pour éviter des malentendus. C'est difficile à interpréter aujourd'hui, mais je pense que les Grecs
le gouvernement de Tsipras et de Kamelos ont agi de la manière suivante. Ils se sont dit, on ne peut pas dire, et ce n'est pas la question, il faut sortir ou pas de l'euro. Ils se sont dit, voilà, on va afficher ce que les créanciers veulent de nous, et c'est au peuple grec de dire oui ou non. Bien, le peuple grec a dit non. Maintenant, les Européens trouvent Varoufakis désagréable. Dijsselbloem l'a mis à la porte de l'Eurogroupe, physiquement, en lui disant, on ne vous veut pas. Et Varoufakis a dit, mais c'est une institution européenne. Il a dit, non, l'Eurogroupe est un groupe informel et nous nous réunissons comme nous l'entendons. Donc... oui, c'est l'histoire des 19-18, là. C'est ça. Oui. Et maintenant, on veut mettre Varoufakis à la porte. Et Tsipras a dit, d'accord, on met Varoufakis pour l'instant sur la touche, ce qui est vis-à-vis des Européens en costume 3 pièces est raisonnable, si raisonnable dans leurs actions de bourreau. Donc, on met Varoufakis, et c'est vous, on fait ce que vous direz. Maintenant, dites-nous ce que vous allez faire. Et les Européens seront obligés de dire Varoufakis ou pas, on n'est pas d'accord pour que on revoit cette question de la dette grecque. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question de la dette grecque, c'est une question de la dette européenne, de la dette des grandes banques européennes et internationales. Et si on accepte une remise de dette pour la Grèce, mais une vraie, ce qu'on a fait pour l'Allemagne en 1953-1954, c'est-à-dire on a dit en allemand, vous ne pouvez plus démarrer, il faut que vous repartiez. Par conséquent, on fait une annulation de dette qui était les 2/3 de la dette, pas la moitié comme on dit. Et puis, pour le reste, un moratoire et vous rembourserez quand vous aurez un excédent de la balance commerciale et un excédent budgétaire. Donc, ce sont les Allemands qui ont bénéficié de cela, y compris avec un vote grec en 1953, qui maintenant disent aux Grecs, eh bien, payez, messieurs, comme pour le traité de Versailles. La Grèce paiera. On avait dit l'Allemagne paiera, la Grèce paiera. C'est un incroyable retournement de la part de l'Allemagne. L'Allemagne sert les intérêts financiers et monétaires qui l'ont opprimé et qui ont contribué à l'accession au pouvoir d'Hitler. Il faut le dire franchement et crûment. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour François Hollande de tout ça ? François Hollande est tellement faible qu'on ne sait plus ce qui est pour lui une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il est le chevalier inexistant, comme dans le fameux roman italien. François Hollande, ça serait l'occasion pour lui de se ressaisir. Voilà quelqu'un qui a fait une fameuse déclaration « Moi président, moi président, moi président ». Maintenant, on pourrait lui répondre « Toi, président, tu as trahi ». Parce que François Hollande, ce qu'il a déclaré, lui, c'est « Si le oui l'emporte, la négociation peut très facilement s'engager ». Donc, il prend parti lui aussi pour le oui, comme Juncker, comme Martin Schulz, comme Merkel. Puis il dit « Si c'est le non », on rentre dans une forme d'inconnu, c'est aux Grecs de répondre. Ben non, c'est pas aux Grecs de répondre. C'est à François Hollande, c'est à Angela Merkel, c'est à Renzi. Ils vont le faire ce soir, ça. Ils vont se réunir ce soir, mais c'est une sorte de réunion nocturne de gens qui veulent à tout prix maintenir leur système et qui sont incapables de concevoir, d'avoir la vision de ce que serait une véritable Europe pour le futur. S'ils avaient un sens de l'avenir, et toute politique doit se définir par rapport au futur, par rapport à l'avenir. Il dirait, voilà, on organise de toute urgence, comme l'avait demandé Tsipras, une conférence européenne sur la dette. Il en faudrait une européenne sur la dette en Europe, et une autre sur la dette dans le monde, comme l'avait demandé Rafael Correa, le dirigeant d'Équateur, qui avait dit, il faut un tribunal international sur la dette. Parce qu'il y a une partie de cette dette qui est odieuse, qui est illégitime et illégale, comme l'a dit la commission parlementaire grecque. Donc, celle-là, on l'annule. Et puis, pour le reste, on fait un moratoire pour permettre aux pays qui sont écrasés de redémarrer. Et cela, on le fait ensemble. Alors, on dit, mais c'est horrible, on a prêté à ces Grecs qui sont de véritables cigales, nous les fourmis françaises, nous les fourmis allemandes, on est obligé de payer. Bien, regardons les chiffres. Si on regarde de près les chiffres, on s'aperçoit pour la France qu'on a 11,4 milliards de prêts en direct à Athènes. Mais c'est 31,4 milliards à travers le Fonds européen de stabilité financière et 30 milliards de la Banque centrale européenne. Ça fait 61,4 milliards correspondant à ce que les organismes européens ont repris. Ils ont repris quoi ? Les créances bancaires françaises. C'est-à-dire qu'on a servi le capital privé. Cette Europe-là a servi le capital privé des mégabanques françaises et donner quelques gouttes d'élat de liquidité à la Grèce, avec des taux d'intérêt très élevés et une véritable stratégie de l'étouffement. Et on vient dire que c'est les Français qui devront payer. Peut-être, mais payer pour qui ? Pour les banques.
pour ces grandes banques, pour ce capital privé qu'on a sauvé. C'est scandaleux. C'est tout le contraire que dit Michel Sapin. Michel Sapin est un menteur, je m'excuse de le dire sur ce plan-là. Et il le sait très bien. Comme il a été dans le milieu trotskiste, il a fait ses expériences auparavant. Alors, dites-moi. Je ne supporte pas ces gens-là. Je pense que le pire que tout, ce n'est pas d'avoir une manière frontale de dire les choses, mais c'est de les dire de façon hypocrite et sournoise. Et là, il y a, m'excuse de prendre la presse anglaise, mais il y a quelque chose de très drôle dans la presse anglaise. C'est un article dans le Daily Telegraph. Les Anglais aiment bien ricaner, disons. Ils disent « Les plus cinglés ne sont pas les marxistes grecs, les vrais malades sont ceux qui ont créé cette construction branlante qu'est l'euro. » Voilà les vrais malades. La Grèce peut-elle rester, de l'avis de ce qui observe la situation, un puissant fond pour les autres pays européens ? C'est une façon fausse de poser la question. La question, est-ce que les pays européens peuvent continuer à agir comme ils le font, et vis-à-vis de la Grèce, et vis-à-vis d'eux-mêmes? Ma réponse est non, parce qu'ils s'autodétruisent, ils se détruisent eux-mêmes. Donc, il faudrait cette conférence sur la dette, plus mettre en œuvre une vraie séparation bancaire, pas le trucage de Moscovici et de Hollande, une vraie séparation bancaire, ce qu'on appelle un Glass-Steagall global, constatant la faillite des mégabanques, les mettant hors d'état de nuire, parce que c'est urgent, sont des prédateurs, et évidemment réorganisant leurs comptes. Et si ça ne marche pas, nationalisation. Voilà. Est-ce que on observe depuis ce matin que les bourses sont bien calmes? C'est bon, c'est mauvais pour la Grèce, ça? Ça présage de quoi? De rien du tout? Ça veut dire qu'on est toujours dans le déni de réalité. Et on verra bien comment Tsipras gère les choses. Jusqu'à maintenant, il l'a géré pour un petit pays avec peu de moyens, de façon parfaitement intelligente, rationnelle et humaine. Maintenant, il y a un autre point à souligner. C'est qu'on dit, voilà, les Grecs, c'est Schäuble qui le dit, il faut le mettre à la porte de l'euro. Eh bien, les autres pays de la zone euro n'ont en réalité aucun moyen, ni juridique, ni physique, d'exclure l'un d'entre eux. Ils ont exclu Varoufakis de l'Eurogroupe, mais ils ne peuvent pas exclure la Grèce de l'euro. La partance à l'euro a été réputée irréversible. Donc, la Grèce peut partir, mais les autres ne peuvent pas les mettre à la porte. Et ça, c'est une arme pour Tsipras. Il doit en être conscient pour jouer sur les Européens. Alors moi, je crois que le système de l'euro est en faillite et que l'Europe doit faire autre chose. Elle doit se mettre sur ses pieds, faire un système de crédit public, de crédit pour le développement, et avec de grands projets pour le développement, unis et en se rapprochant des BRICS. C'est-à-dire que et l'Europe et les BRICS doivent faire de grands projets qui rétablissent une économie mondiale pour la croissance et pour l'avenir. Ça, on n'en voit pas le début de la queue en Europe. Oui, mais vous êtes en train de me dire qu'une refonte du système financier international, le temps est venu de cette refonte. Je dirais, on faisait la plaisantine mauvais goût de mon temps. Il est minuit, docteur Schweitzer, on disait Talca, Doctor Seltzer. Parce que à force de prendre de l'Alka-Seltzer et de prendre des produits bizarres, les dirigeants européens se sont trompés eux-mêmes sans cesse. C'est des produits financiers cette fois-ci, c'est pas de l'Alka-Seltzer. Mais c'est un problème très grave de s'être soi-même intoxiqué, de s'être auto-intoxiqué. C'est ce qu'ont fait les dirigeants européens. Et il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils pensent que ce qui définit une société, c'est le futur, c'est la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, des générations à naître. C'est ça ce qui définit un pays, ce qui définit une nation. Une nation qui ne sert pas la cause de l'humanité n'a aucune raison d'être. Et le futur, il s'organise aujourd'hui autour des BRICS, vous l'avez signalé tout à l'heure. Oui, mais pas seulement. On ne peut pas dire on va monter dans le train des BRICS, s'asseoir et aller avec eux. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir une place dans la cabine de pilotage et ensemble piloter le monde. Sans cela, il n'y a pas d'assurance, il n'y a jamais d'assurance que tel ou tel pays ne veuille pas tirer avantage de cette situation. Surtout s'il est aux abois et s'il voit que les autres veulent le dominer. Oui. Est-ce que ce qui se passe en Grèce, là, ne montre pas aussi peut-être une expérience un peu malheureuse d'intégration? D'intégration à quoi? À l'Europe? Non, c'est pas l'Europe, cette espèce de marchandise frelatée qu'on a vendue sous le nom d'Europe. La vraie Europe, ce n'est pas ça. La vraie Europe, c'est
l'Europe de la paix par le développement mutuel, de la justice sociale. C'est l'Europe de l'humanité, celle que voulait Jaurès avant la guerre de 14. C'est ça la vraie Europe. Et c'est la vraie Europe. C'est quelque chose de très simple. Si l'Europe a un sens, c'est le sentiment, disons, de révolte devant une injustice faite à quelqu'un. Et ce sentiment de révolte doit être organisé, bien sûr. Il faut des techniciens, il faut des scientifiques qui l'organisent. Mais c'est une révolte dans laquelle, pour permettre un avenir meilleur, on donne la place à la création humaine, c'est-à-dire aux inventions, à la recherche. En France, on baisse les crédits à la recherche. C'est l'école. Voyons l'école dans l'état où elle est en France. Il faut, dans tous ces domaines-là, redonner un sens à la vie de la nation. Il faut une école primaire qui marche, par exemple. Elle ne marche pas aujourd'hui, elle ne marche même plus en Finlande. Les dernières, on disait la Finlande, maintenant, les dernières estimations de la situation finlandaise, c'est que ça marche pas. Ça marche dans d'autres pays, pas dans des situations particulièrement, disons, que l'on voudrait. Mais ça marche en Corée du Sud, ça marche dans une certaine mesure en Chine, ça marche dans certains pays européens, un peu mieux qu'en France. Pourquoi ? Parce que ça commence à marcher quand on donne la parole à la création humaine et à la créativité dans l'art et la science. Par exemple, au Japon font partie des cours la musique, la danse, la peinture, la sculpture. Donc ici, on a parlé de ces fameux temps parascolaires. Mais qu'est-ce qu'on a prévu ? Rien. Pas de programme, pas de gens pour les mettre en place, pas de gens compétents pour le mettre en place, et pas d'argent. Donc c'est là comme ça qu'il faut se poser des questions, parce qu'à ce moment-là, on va dans la réalité. Et il y a une autre réalité pour la Grèce, qu'on oublie. C'est dans la menace de guerre qui pèse sur le monde aujourd'hui, parce qu'on y est en plein. La politique de l'OTAN vis-à-vis de la Russie est une politique agressive. On accuse Poutine d'être autocrate, de vouloir une partie de l'Ukraine. En réalité, c'est les forces de l'OTAN qui sont déployées à la frontière russe. Alors, Poutine n'est pas un être admirable et quelqu'un qui mérite une place au paradis, mais c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Et on n'a pas le choix, il faut en faire un partenaire et pas un adversaire. C'est l'intérêt de l'Europe. C'est peut-être pas l'intérêt de Wall Street et de la City, mais c'est l'intérêt de l'Europe. Et justement. Et justement, l'OTAN, la 6e flotte de l'OTAN, où est là son quartier général ? En Crète, en Grèce. Et c'est ça qu'il y a une peur. Et que Tsipras doit jouer cette carte. Il y a une peur que la Grèce sorte de l'OTAN. Et puis il y a les migrants. Les migrants, il en vient à peu près 50 000 cette année dans les îles grecques et en Grèce. Surtout dans les îles maintenant. Les îles qui sont au large, Kos, Lesbos, Samos, qui sont au large de la Turquie et de la Syrie. Eh bien, si la Grèce, on l'a poussée hors de l'Union européenne, elle dirait aux migrants, allez-y, allez en Europe. Parce que le traité de Dublin, qui est un traité inique, prévoit que les migrants, le pays européen de l'Union européenne qui s'en occupe, c'est celui où ils viennent en premier, qui débarquent, où ils rentrent. L'Italie, la Grèce. C'est inouï d'avoir prévu ça. Au lieu de créer une solidarité européenne pour accueillir les migrants, et d'autre part, un programme de développement vis-à-vis de l'Afrique, qui devrait faire partie de la politique européenne, vis-à-vis de l'Afrique et des autres régions du monde, mais en particulier de l'Afrique, un programme de développement qui fait que les gens aient un boulot là-bas, travaillent, développent leur pays. On dit l'Afrique est en pleine croissance. C'est vrai pour des milieux financiers, c'est vrai d'un point de vue financier, c'est pas du tout vrai pour les peuples africains et c'est pas un véritable développement. Et regardez la Grèce. Monsieur Juncker, président de la Commission européenne, Juncker, pire que Barroso, a dit qu'on n'avait jamais cherché à imposer aux Grecs des restrictions sur les retraites. C'est un menteur, les Grecs ont les enregistrements. Et des retraites, combien touche un retraité grec ? Entre 400 et 700 euros. Voilà. Il me vient à l'instant une question avant de terminer. C'est la position d'Obama dans cette affaire, qui a soutenu ce référendum, qui a soutenu ce nom. Des raisons géostratégiques, puisque vous devez faire et les États-Unis à Poutine et tout le reste. Les États-Unis ont fait en sorte que soit publiée la note du FMI, du Fonds monétaire international, disant que la Grèce ne pouvait pas rembourser et qu'il lui fallait 60 milliards, qu'il fallait l'aider. Pourquoi Obama fait ça ? C'est simple, c'est pas par générosité, c'est parce que ces milieux américains ont peur de perdre la base de la 6e flotte et en même temps, ils ont peur, encore davantage, que tout le système financier et monétaire international se décompose et que ce soit le chaos. Donc, ils veulent bien donner,
un peu d'oxygène à la Grèce pour respirer un peu, à condition qu'elle reste étouffée, parce que le Fonds monétaire international ne demande pas l'annulation des dettes, ce que demande Correa ou ce que demande Tsipras. Il ne demande pas ça. Il demande qu'on les maintienne sous perfusion. Et voilà, c'est ça la politique d'Obama, qui est toujours le faucheton de la farce en tout, et le serviteur des intérêts financiers de la City et de Wall Street. Donc Obama, qui est ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis un oncle Tom, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Mon ami Lyndon LaRouche dira même qu'il se comporte comme un républicain, et c'est vrai, dans certains votes, il se comporte avec une alliance avec les républicains. Donc Obama veut, lui, que les Européens payent en général, et qu'on donne quelque chose à la Grèce. Mais tous pensent, les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui, ou de la région transatlantique, je préfère ça, tous pensent en termes qu'il faut faire en sorte que les gens, comme le voulait Shylock dans la pièce de Shakespeare, donnent leur livre de chair. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Et dans le fond de leur esprit, ils sont incapables de penser à un changement. Ils sont incapables de penser qu'on puisse avoir un autre sens de l'histoire. Et la seule chose qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont fait avec les Grecs, le chantage à la peur. Merci Jacques Cheminade pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous. L'information